Ouais. Oui. Bonjour et bienvenue à l'Athénéum de Philadelphie qui accueille la conférence aujourd'hui dans le cadre de notre série sur les pionniers et innovateurs français. Cette présentation se fera en français à débit lent afin de permettre à tous de me suivre aisément. Alors Jean-François Pilâtre de Rosiers voit le jour le 30 mars 1754 à Metz, en Moselle française, à la frontière du Luxembourg et de la Sarre. Il meurt le 15 juin 1785 près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, à l'âge de 31 ans. Sa vie, si elle est courte, n'en est pas moins captivante, comme nous allons le voir. Jean-François est le quatrième enfant de Magdeleine Villemar et de Mathurin Pilâtre. Alors, son père est un soldat en retraite de la garnison militaire de Metz. Il reste dans la capitale lorraine et va désormais gérer une auberge avec sa femme, ce qui lui permettra de garder de précieux contacts avec les officiers de la garnison. Alors Mathurin a des idées bien arrêtées sur l'avenir de son fils Jean-François. Il le destine à devenir chirurgien. Pour ce faire, il l'inscrit au Collège royal Saint-Louis de Metz. Jean-François va apprendre son métier à l'hôpital militaire de la garnison. Mais le jeune Pilâtre n'éprouve aucune passion pour la chirurgie. Il s'intéresse plutôt à la chimie, à la physique et aux sciences naturelles. Car le théâtre anatomique de Metz, édifice où l'on procède à des dissections humaines en public, le répugne. Les maîtres du Collège royal jugent sévèrement le jeune Pilâtre. Il est distrait et dissolu, il est porté sur les plaisirs plutôt que sur les études. Finalement, en désespoir de cause, Jean-François est placé comme apprenti chez l'apothicaire major de l'hôpital militaire de Metz. Plus de chirurgie, plus de dissection, plus de sang, plus de cris morbides et de patients à l'agonie. En 1772, à l'âge de 18 ans, le jeune Pilâtre se rend à Paris pour y poursuivre ses études. Il va y faire des connaissances en matière de physique et de chimie, mais aussi en matière de mondanité, car le jeune homme, affable et charmant, apprend vite les règles de la haute société parisienne. Il est plein d'esprit et se fait remarquer par le duc de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, un ancien colonel du régiment de la Sarre, tout près de Metz donc, où Pilâtre a grandi. De plus, le duc est un philanthrope qui se passionne pour les sciences. Leur proximité militaire et leur amour commun des choses savantes rapprochent naturellement les deux hommes. La Rochefoucauld présente donc Pilâtre au père de la chimie moderne, Antoine de Lavoisier, mais aussi au jeune marquis de Lafayette, l'une des plus grandes fortunes du royaume de France. Le marquis était passé, lui aussi, par la garnison militaire de Metz, où il avait suivi une formation. En avril 1774, à l'âge de 16 ans, alors qu'il épouse Marie-Adrienne de Noailles, Lafayette invite Pilâtre à son mariage.
Autre rencontre parisienne, Déodat Graté de Dolomieu, de passage dans la capitale. Ce jeune et fameux géologue a suivi des cours de chimie, là encore, à l'hôpital militaire de Metz. On le voit donc, bien que d'un milieu relativement modeste, il n'est ni aristocrate, ni membre de la haute bourgeoisie, Pilâtre remplit son carnet d'adresses à Paris. Et toutes ces personnalités influentes, passées par la Lorraine, vont l'aider de près ou de loin dans sa carrière. Alors c'est à ce moment-là, à Paris, que le chimiste François de Lassonne, médecin du roi Louis XVI, prend Pilâtre sous son aile. Lassonne le fait entrer dans son cabinet de recherche. Il lui alloue une rente qui va lui permettre de vivre très aisément. Lassonne fait aussi de lui son héritier professionnel. Voilà Pilâtre, jeune surdoué de 27 ans, destiné à prendre la succession du chimiste dans son cabinet de recherche. Mais l'ascension sociale de Pilâtre ne s'arrête pas là. Il est nommé intendant des cabinets de chimie, physique et d'histoire naturelle du comte de Provence, le frère de Louis XVI et futur roi Louis XVIII. Très vite, le comte de Provence devient le protecteur du jeune savant, à tel point qu'il est anobli. Il est maintenant connu sous le nom de baron Pilâtre de Rosiers. Le comte de Provence le nomme aussi secrétaire personnel de son épouse, Marie-Joséphine de Savoie. On l'imagine, le poste est lucratif et prestigieux. Désormais, Pilâtre a accès au cœur même de la famille royale. En 1781, le jeune baron crée le musée de Monsieur, Monsieur faisant référence au comte de Provence. Ce musée est rempli de curiosités diverses qu'affectionne le frère du roi. Sans souci financier, Pilâtre s'adonne à de nombreuses expérimentations qui amusent le comte. Bougies phosphoriques, masques à gaz, teintures diverses, foudre et hydrogène. Le musée de Monsieur devient vite un centre de réunion et d'instruction où se presse toute l'aristocratie française. Pilâtre, qui a accès à tous les journaux scientifiques de l'époque, y donne des cours de sciences et de physique. Il y fait aussi des démonstrations scientifiques qui passionnent la noblesse. Il s'intéresse notamment à l'oxygène et aux gaz divers, ce qui va le conduire bientôt à rencontrer les frères Montgolfier. Ce sera le tournant de sa vie. Alors Joseph et Étienne Montgolfier sont deux industriels français issus de la grande bourgeoisie. Leur père, Pierre Montgolfier, est un riche papetier de réputation européenne. Il possède un moulin dans les Ardèches, le long du Rhône, à 75 km de Lyon. La papeterie familiale compte 300 ouvriers. Joseph est le 12e enfant de la famille. Curieux et inventif, il s'intéresse aux sciences physiques et naturelles et a monté son propre laboratoire de chimie. Étienne, pour sa part, est le 15e enfant de la famille. Il s'intéresse surtout à l'architecture et à la conception d'engins divers.
Inventeur du papier vélin, Étienne a une connaissance aiguë de matériaux tels que le papier, la soie et les toiles diverses. Des matériaux qui vont permettre aux frères Montgolfier de construire leur premier aérostat, c'est-à-dire leur premier ballon volant. Alors la légende nous raconte que l'idée de ce ballon serait venue à son frère Joseph en 1782. Joseph passe par Avignon où il a des affaires. Un de ses clients lui offre l'hospitalité. Dans sa chambre, Joseph Montgolfier souhaite faire sécher sa chemise dans la cheminée. Il remarque alors qu'elle se gonfle d'air chaud et s'élève légèrement au-dessus du foyer. C'est après cette observation qu'il décide de faire une expérience. Fabriquer un tube en taffetas de soie, un tissu léger, souple et imperméable. Il place ce tube au-dessus du feu. Le tube, supporté par l'air chaud, s'élève alors jusqu'au plafond. L'idée d'un ballon volant prend soudainement corps dans l'esprit de Joseph. Il fait part de son expérience à son frère Étienne. Et le 14 décembre 1782, tous deux parviennent à gonfler avec de l'air chaud une sphère de 3 mètres cubes qui s'élève dans les airs. Mais avant de poursuivre, il est important de rendre hommage à un autre précurseur de l'aéronautique, le prêtre jésuite portugais Bartolomeu Lorenzo de Gusmão. Alors c'est lui le premier qui, en 1709, avait déposé un brevet pour la fabrication d'une machine volante qu'il appelait le planeur. Il avait d'ailleurs fabriqué des prototypes miniatures faisant des démonstrations publiques. Pour chauffer l'air de ces petits ballons, il utilisait de l'alcool à combustion. Ces planeurs miniatures s'élevaient à 4 mètres de hauteur environ. Hélas, les scientifiques portugais de l'époque avaient jugé son invention dangereuse, craignant qu'elle provoque des incendies en cas d'accident. Sans financement, son invention tomba dans l'oubli. Ce manque de soutien va ainsi laisser aux frères Montgolfier la primeur des premiers vols habités en ballon. Alors les frères Montgolfier, qui eux sont riches, n'ont pas ce genre de problème financier. Ils décident donc de poursuivre leurs expérimentations. Et ils construisent un ballon d'une douzaine de mètres de diamètre. Ils utilisent cette fois de la toile d'emballage en coton. Ils renforcent l'extérieur de cette toile avec un papier glacé qui imperméabilise et isole thermiquement le ballon. Alors le premier ballon à air chaud est prêt en avril 1783. Ils font quelques essais captifs tout d'abord. Captifs, c'est-à-dire que le ballon est relié au sol par des cordages solides. Il s'envole donc, mais ne peut pas partir au loin dans les airs. Alors, fort de leur succès, le ballon est lâché à vide pour la première fois le 25 avril. Il monte à une hauteur de 400 mètres d'altitude. C'est une réussite remarquable. Elle fait désormais germer dans l'esprit des frères Montgolfier l'idée d'un premier vol habité. Alors Pilâtre de Rosiers
entend parler de l'exploit d'Étienne et de Joseph. Grâce au marquis François-Laurent d'Arlande, un ami de Lafayette, il est présenté aux frères Montgolfier. Alors, Darlande est un officier d'infanterie de la garde royale de Louis XVI. Mais surtout, il présente l'avantage d'être un proche de Joseph de Montgolfier, avec qui il a étudié au collège jésuite de Tournon, en Savoie. Et avec Pilâtre, le marquis d'Arlande sera le premier à effectuer un vol libre en ballon à air chaud que l'on nomme aujourd'hui encore une montgolfière. Alors, le roi Louis XVI, qui s'intéresse aux sciences et techniques novatrices, invite en juin 1783 les frères Montgolfier dans les jardins du château de Versailles pour une démonstration. Le ballon est retenu par des cordes et s'envole à vide sous les yeux émerveillés du souverain. Pilâtre assiste à cette démonstration. Il est accompagné par Jean-Pierre Blanchard, qui deviendra lui aussi un aéronaute fameux et dont je vous parlerai plus tard. Alors, désormais soutenus par le roi, les frères Montgolfier construisent un nouveau ballon. Cette fois, c'est un aérostat de forme ovoïde, 13 mètres de diamètre, 21 mètres de hauteur, pour un poids total de 500 kg. Le 12 septembre 1783, des essais sont effectués dans les jardins de M. Jean-Baptiste Réveillon. Réveillon est le propriétaire de la manufacture royale de papier peint. C'est un ami personnel et un client de Joseph Montgolfier. Ce nouvel aérostat est nommé Réveillon en honneur de son hôte. Il est décoré avec des fleurs de lys, des aigles aux ailes déployées et le chiffre 16 entrelacé avec la lettre L du roi Louis. C'est d'ailleurs Réveillon en personne qui va produire et imprimer le matériau qui couvre et décore le ballon. Le 17 septembre 1783, le premier vol d'un ballon habité a lieu en présence du roi. L'événement se déroule dans la cour du palais de Versailles. Pilâtre est présent, bien sûr. Il se propose comme pilote, mais le roi, effrayé par les périls de l'entreprise, refuse. On place alors dans la nacelle, c'est-à-dire dans le panier en osier suspendu à l'aérostat, un mouton, un canard et un coq. C'est cocasse, et c'est ainsi que dans l'échelle des mammifères, le mouton aura précédé l'homme dans les airs. Mais reprenons notre sérieux. Le 19 octobre 1783 marque les véritables débuts de l'aéronautique mondiale. En effet, c'est à cette date qu'a lieu le premier essai de vol humain. Il se déroule à la Folie Titon, dans le domaine de M. Réveillon, sur l'actuel faubourg Saint-Antoine de Paris. Ce vol, sans public, s'effectue dans un aérostat relié au sol par des cordes. Le ballon est habité par Pilâtre de Rosiers et le physicien Giroux de la Villette. Il s'élève à 81 mètres de hauteur et dure 9 minutes. Pour chauffer l'air nécessaire à l'envol,
Pilâtre utilise de la paille entassée dans la nacelle qu'il va faire brûler. Alors après cette réussite majeure, Pilâtre et les frères Montgolfier songent avec enthousiasme à un vol habité libre, c'est-à-dire sans cordage. La démonstration a lieu dans les jardins du château de la Muette, une des résidences royales situées dans l'actuel Bois de Boulogne. Louis XVI convie de nombreuses personnalités scientifiques au spectacle, dont Benjamin Franklin. Alors le roi est enthousiaste, mais il reste prudent. Il souhaite placer dans la nacelle deux criminels à cause du danger mortel que ce vol comporte à ses yeux. Mais le baron Pilâtre pense au contraire que l'honneur devrait revenir à des personnes de plus haut rang. Grâce à la duchesse de Polignac, qui n'est autre que la gouvernante des enfants royaux, le souverain se range finalement à l'idée du baron. Pilâtre se propose bien sûr pour la démonstration de ce premier vol libre devant le roi. Mais il ne sera pas seul. Le marquis d'Arlande va l'accompagner, car il faut bien 4 mains pour alimenter le feu du ballon. C'est donc le 21 novembre 1783, à 13h54 précise, que le ballon décolle. Lentement, devant l'ensemble de la noblesse, cette machine stupéfiante de toile et de papier, composée de 24 fuseaux cousus à la main, quitte la terre. La montgolfière fait 23 mètres de hauteur et 15 mètres de diamètre, l'équivalent de 2200 mètres cubes. Alors bien que le ballon pèse 850 kg, il s'envole sans problème. Il file vers Paris, poussé par le vent. Et c'est au-dessus des Tuileries que l'aérostat atteint son altitude maximale, 1000 mètres, un record. Puis, peu à peu, il perd de la hauteur et commence une lente descente. Mais le vol n'est pas sans encombre. On évite de peu la catastrophe. En effet, à cause d'une bourrasque, des flammèches commencent à brûler la partie inférieure de la toile du ballon. Pilâtre et Darlande parviennent à éteindre le feu à l'aide d'éponges mouillées qu'ils avaient emportées à cet effet. La montgolfière atterrit en catastrophe. Elle touche terre à la butte aux Cailles, au sud-est de Paris. Le vol aura duré 25 minutes et couvert 9 kilomètres. Pilâtre et Darlande célèbrent cet exploit en buvant du champagne qu'ils avaient emporté dans leur nacelle. En décembre 1783, le marquis de Lafayette envoie à l'American Philosophical Society de Philadelphie un récit des expériences faites en France avec des ballons, ouvrant la voie, 10 ans plus tard, au premier vol en Amérique. Nous y reviendrons. Alors, le 10 décembre 1783, Joseph et Étienne de Montgolfier sont nommés par le roi membres correspondants de l'Académie des sciences. Ils reçoivent le titre de chevalier et choisissent pour devise Sic itur ad astra, nous irons jusqu'aux astres. Alors quelques mois plus tard, suprême honneur,
la papeterie de leur père devient manufacture royale, avec tous les avantages financiers que cela implique, bien sûr. Mais tout le monde n'est pas enthousiaste. Jacques-Alexandre Charles, un célèbre mathématicien et un rival des frères Montgolfier, critique le vol de Pilâtre. Pour lui, le ballon à air chaud est bien trop lourd, archaïque même. Et surtout, le vol a été, dit-il, ridiculement court. En effet, Charles ne croit pas à l'air chaud. Il lui préfère l'hydrogène, qui permet au ballon de s'envoler sans alimenter de feu dans la nacelle. Alors sa passion pour l'hydrogène lui vient d'Henry Cavendish, un chimiste britannique. 17 ans plus tôt, Cavendish avait fait une découverte majeure, l'hydrogène, qu'il nomme l'air inflammable, un gaz 12 fois moins dense que l'air atmosphérique. Alors Jacques-Alexandre Charles va donc créer un autre type d'aérostat, non pas une montgolfière, c'est-à-dire un ballon à air chaud, mais une charlière, c'est-à-dire un ballon à hydrogène. Et pour produire de l'hydrogène gazeux, il fait réagir de l'acide sulfurique avec du zinc, qu'il va ensuite injecter et emprisonner dans l'enveloppe de son ballon. Alors seulement 10 jours après l'exploit de Pilâtre, Charles se présente dans les jardins des Tuileries avec sa machine volante. C'est une cohue indescriptible qui attire la moitié de la population parisienne, 200 000 personnes environ. On escalade les murs du jardin, on grimpe sur les grilles. Le vol de la charrière dure 2 heures. Charles bat donc largement le record de durée en vol de Pilâtre. Il parcourt même 40 kilomètres. Et selon le baromètre installé à bord, il atteint l'incroyable altitude de 3000 mètres. Alors, ce succès n'est pas l'objet du hasard, car son ballon fait seulement 9 mètres de diamètre, bien plus petit et bien plus léger donc que le ballon à air chaud des frères Montgolfier. De plus, Charles utilise une toile étanche, composée de soie et recouverte de caoutchouc, une substance que l'on vient à peine de découvrir en Amérique du Sud. Et de surcroît, il fait tisser un filet qui emprisonne le ballon, ou du moins son enveloppe extérieure. Ce filet maintient la forme de la charlière et répartit les charges exercées sur le ballon lors de vents violents. Le filet prévient également les déchirures de son aérostat. Charles installe aussi dans son ballon une soupape à ressort. Cette soupape, c'est-à-dire une petite valve, est reliée à une corde. Lorsque l'on tire sur la soupape, elle s'ouvre, laissant s'échapper un peu de gaz, ce qui permet au ballon de redescendre tout naturellement. Pour remonter, il suffit à Charles de déverser un peu de sable à l'extérieur de la nacelle, allégeant ainsi le poids de sa machine, un système toujours en vigueur aujourd'hui. On le constate donc,
Jacques-Alexandre Charles, s'il n'est pas aussi célèbre que Pilâtre, est un contributeur majeur de l'histoire de l'aéronautique mondiale. Bon, mais le succès de Charles n'entame en rien la notoriété de Pilâtre, d'Arlandre et des frères Montgolfier. Début 1784, le baron participe à un nouveau vol à bord d'une montgolfière. L'événement se déroule à Lyon, cette fois, sur le champ de Brotteaux, en présence de l'intendant du roi, Monsieur de Flesselles. Pilâtre vole sur la plus grande montgolfière construite jusqu'alors. Elle est immense, un poids de 7 tonnes, elle fait 41 mètres de hauteur et 32 mètres de diamètre. Elle est capable d'emmener 7 personnes à son bord. Alors pour assembler la toile du ballon, les frères Montgolfier ont recours à 150 tailleurs couturiers, un travail de plusieurs semaines. Le vol a lieu le 19 janvier 1784. Joseph de Montgolfier est à bord. C'est son premier, et ce sera d'ailleurs son seul et unique vol. 5 autres passagers l'accompagnent qui ont payé leur place. Le comte de Laurencin, qui a levé les fonds pour la construction du ballon, Monsieur Fontaine, qui a supervisé les travaux de construction, le comte de Dampierre, originaire d'une vieille famille champenoise, le marquis de Laporte d'Anglefort, originaire des Alpes, et le prince de Ligne, membre de l'aristocratie belge. Alors une foule énorme vient assister à la démonstration. Le décollage est laborieux car la journée est venteuse. Le vol ne dure que 12 minutes car le ballon se déchire et retombe à une centaine de mètres du point de départ. Les voyageurs sont choqués mais indemnes. Quant à Joseph de Montgolfier, pour sa part, il ne remontera plus jamais en ballon. Alors ce demi-échec n'a pas découragé les ardeurs des pionniers de l'aéronautique. L'aérostier et artiste peintre Florent est commissionné par le comte de Laurencin. Il affrète une nouvelle montgolfière de 20 mètres de diamètre sur le même champ de Brotteaux. En l'honneur du passage à Lyon du roi de Suède, Gustave III, on baptise la nouvelle montgolfière la Gustave. Alors Florent propose à une belle jeune femme, Élisabeth Thible, d'être sa compagne de voyage. C'est la fille d'un riche marchand qui fabrique des bas de soie. Elle accepte et sera ainsi la première femme de l'histoire à voler. Lorsque la montgolfière décolle, Élisabeth, qui a le sens du spectacle, est habillée en Minerve, déesse romaine de la sagesse. Elle porte une longue robe blanche de taffetas, serrée à la taille, d'une ceinture de soie bleue et un chapeau oriental à large bord. Le vol, qui dure 1 heure, atteint 2000 mètres d'altitude. Après avoir été saisi par le froid, Florent et sa compagne disent avoir atteint un état de bien-être et de contentement qui leur était inconnu jusqu'alors. Le 1er juillet, ils sont honorés à l'Académie royale des sciences de Paris
où ils reçoivent une médaille en témoignage d'estime pour leur courage. On peut dire désormais qu'à partir de 1784, la passion des ballons s'empare de toute la France. L'aristocratie s'arrache céramique, éventail et chapeaux en forme de montgolfière. Une sorte de folie maniaque s'installe dans le royaume. Mais hélas, Élisabeth Thible ne profitera pas de sa nouvelle notoriété. Elle meurt quelques mois après son vol, dans des circonstances inconnues. La première femme à voler de l'histoire n'a alors que 27 ans. Alors il faut attendre 1784 pour qu'un premier vol en ballon se déroule hors des frontières françaises. L'événement se passe à Londres le 15 septembre. Ce jour-là, c'est le secrétaire de l'ambassadeur de Naples, l'aéronaute italien Vincenzo Lunardi, qui effectue son premier vol sur un ballon à hydrogène. L'événement est très médiatisé. Il se déroule en présence du prince de Galles, devant une foule énorme estimée à plus de 150 000 personnes. Lunardi s'envole seul, accompagné toutefois d'un chien, d'un chat et d'un pigeon en cage. Il atterrit brièvement dans un champ de maïs afin d'y déposer le chat qui est tombé malade. Puis il redécolle et parcourt 45 kilomètres en 2 heures. Il se pose à Stanton Green End. Ce succès a un retentissement considérable outre-Manche. En octobre de la même année, l'aérostier français Jean-Pierre Blanchard renouvelle l'exploit en Angleterre une fois encore. C'est John Sheldon, un riche chirurgien passionné par les aérostats, qui finance le projet. Blanchard pulvérise alors le record de distance parcourue, un vol incroyable de 115 kilomètres. Mais c'est surtout pour sa traversée de la Manche que Blanchard va entrer dans l'histoire. Car à Londres, il fait la connaissance du docteur John Jeffries. Jeffries est un colon anglais originaire de Boston, ancien chirurgien militaire dans l'armée britannique de Nouvelle-Écosse. Il a fait ses études à Harvard, ce qui l'a amené à s'intéresser à la néphologie, c'est-à-dire la science des nuages. Passionné de météo, Jeffrey voit dans l'aéronautique l'occasion inespérée d'observer les nuages et les cumulus à partir d'un ballon. Ce faisant, l'idée lui vient de tenter la traversée de la Manche et il propose à Blanchard de l'accompagner dans cette aventure folle. Le 7 janvier 1785, aidés par des vents favorables, ils s'envolent tous deux du château de Douvres. 2h30 plus tard, ils atterrissent en France, à Guînes, petite bourgade du Pas-de-Calais. C'est une première, un véritable tournant. Louis XVI, très impressionné par ce succès, offre à Blanchard une pension substantielle. Et il fait accrocher la nacelle du ballon dans la cathédrale de Calais. Sur sa lancée, Blanchard part faire un tour d'Europe. Sa tournée est triomphale. Il est ainsi le premier homme à voler en Belgique,
en Allemagne, en Hollande et en Pologne. Alors Pilâtre est stimulé par les exploits de Blanchard. Lui aussi souhaite traverser la Manche, mais cette fois dans le sens inverse, France-Angleterre. Pour ce faire, le baron va joindre ses forces à l'aéronaute normand Pierre-Ange Romain. Avocat de formation, Romain est aussi un physicien et un chimiste. Mais l'approche de Pilâtre est différente de celle de Blanchard. Il va utiliser une montgolfière cylindrique utilisant de l'air chaud. Mais cette montgolfière sera surmontée d'un ballon à hydrogène pour faciliter la flottabilité de la machine. L'engin hybride, qu'il nomme l'aéro-montgolfière, ressemble à un énorme bouchon de champagne. Il mesure 22 mètres de haut et il est baptisé la Rosière. Alors, le 15 juin 1785, Pilâtre et Romain, confiants dans l'efficacité de leur machine révolutionnaire, décident donc de s'envoler. Le départ est donné à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, à la pointe nord de la France. Mais Pilâtre et Romain ont, semble-t-il, mal mesuré l'efficacité de leur engin volant. Le projet est d'autant plus fou qu'il n'existe aucun mécanisme pour contrôler la direction ou la propulsion des ballons. Ce ne sera que bien plus tard, en 1852, que le physicien français Henri Giffard concevra le premier un dirigeable à vapeur pilotable. Mais 3/4 de siècle auparavant, Pilâtre et Romain, eux, sont à la merci de la météo et des vents d'ouest souvent violents. Alors, s'ils choisissent le mois de juin pour tenter la traversée, c'est parce qu'en théorie, les vents sont plus calmes au-dessus de la Manche à cette période de l'année. Pourtant, ils sous-estiment un fait majeur. La traversée dans le sens France-Angleterre est très périlleuse à cause de vents souvent contraires. Le danger est donc de partir dans la mauvaise direction et de manquer de paille à brûler pour maintenir la montgolfière dans les airs. Alors pourtant, à 7h07 du matin, en ce 15 juin 1785, on annonce le décollage. 2 coups de canon sont tirés. Les conditions ne sont pas idéales, mais Pilâtre, sous la pression du gouvernement français qui finance le projet, décide de décoller tout de même. Le ballon s'élève très rapidement dans les airs, très vite, trop vite sans doute. Pris dans un courant ascendant, il atteint 400 mètres d'altitude en un temps record. Puis le ballon est poussé par des vents contraires et tourbillonnants. Il est alors rapidement refoulé vers les côtes françaises. Pilâtre décide de redescendre en altitude afin de chercher un courant d'air plus favorable. Pour perdre de la hauteur, il tire sur la corde reliée à la soupape de l'enveloppe à hydrogène. Hélas, au cours de la manœuvre, la corde se brise à cause du frottement dû au vent trop violent. Soudainement, le ballon à hydrogène se dégonfle. Il s'affaisse
immédiatement sur la montgolfière cylindrique qui, elle, fonctionne à l'air chaud. Ce poids mort ne fait qu'aggraver la situation, car l'étoffe de la montgolfière cylindrique, abîmée par de nombreux essais préliminaires, est en mauvais état. Subitement, l'aérostat tourne en vrille. Il fait 3 tours sur lui-même et se déchire. Il tombe à une allure folle et s'écrase sur le sol à 5 kilomètres de son point de départ. Pilâtre meurt par asphyxie avant même de toucher terre. Il avait 31 ans. Romain, 57 ans, a l'infortune de survivre 10 minutes après la chute et décède dans une agonie terrible. Ironie de l'histoire, les deux aéronautes perdent la vie à Vimille, aux environs d'une colonne élevée à la gloire de Blanchard, qui avait lui traversé la Manche quelques mois auparavant avec succès. Mais il y a là un autre drame qui se joue. Pilâtre de Rosiers était fiancé à une Anglaise, Suzanne Dyer. Passionnée d'aéronautique, elle l'avait rencontrée en France lors d'exhibitions auxquelles participait le baron. Le jour de la catastrophe, Suzanne attendait Pilâtre de l'autre côté de la Manche et le lendemain, ils devaient se marier. Suzanne Dyer meurt 8 jours après l'accident, suite au chagrin pour sûr, suite à un suicide, sans doute. Alors le décès de Pilâtre et de Romain, aussi tragique soit-il, ne marque pas bien sûr la fin de l'aventure des machines volantes. Mais après, le drame se pose avec acuité la question de la sécurité. Le physicien Louis-Sébastien Lenormand invente alors le parachute moderne avec une armature en bois. Blanchard, désormais premier aéronaute professionnel, travaille lui aussi sur ce projet. Il améliore le prototype de Lenormand et conçoit un parachute sans bois, en toile pliante, donc bien plus maniable. Ce parachute non rigide est désormais transportable dans la nacelle d'un ballon. C'est l'aérostier André-Jacques Garnerin qui sera le premier parachutiste d'altitude de l'histoire. Après de nombreux essais effectués avec des chiens lancés d'une montgolfière, il effectue son premier saut. Le parachute sauvera désormais de nombreuses vies parmi les amateurs de ballons en difficulté. Alors, en 1792, Blanchard part pour l'Amérique à l'invitation de George Washington. Le 9 janvier 1993, il effectue le premier vol habité de l'histoire des États-Unis. Il s'envole avec son ballon à hydrogène de la cour de la prison de Philadelphie, située à l'époque sur la 6e rue et Walnut. À quelques mètres donc de l'Athénéum de Philadelphie, d'où je vous parle aujourd'hui. Sont présents pour l'événement Washington, bien sûr, ainsi que les futurs présidents Adams, Jefferson, Madison et Monroe. Alors après un vol de 45 minutes, ayant parcouru 24 kilomètres, il atteint une altitude de 1700 mètres. Blanchard
atterrit sans encombre à Deptford, Gloucester County, dans le New Jersey. Alors Blanchard transportait une lettre d'introduction de George Washington, le premier courrier aérien de l'histoire, donc. Alors ce succès considérable va défrayer la chronique américaine. À Philadelphie, une plaque commémorative célèbre cet épisode. Alors à ce propos, le 3 janvier 2026, pour le lancement des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, un événement sera organisé ici même, à l'Athénéum de Philadelphie, afin de célébrer cette première de Blanchard. Alors, fort de son succès, Blanchard reste aux États-Unis pendant quelques 4 années, jusqu'en 1797, enfilant les démonstrations. Alors, lorsque Blanchard retrouve la France révolutionnaire, il est célébré en véritable héros. Sa seconde épouse, Madeleine Sophie, l'accompagne dans ses vols. Le 27 décembre 1804, elle effectue sa première ascension à Marseille, accompagnée de Blanchard. Le 18 août 1805, à Toulouse, elle part pour la première fois en solo. Elle devient ainsi la première femme aéronaute à naviguer sans la présence d'un homme. En 1809, à la mort de son mari, Sophie Madeleine poursuit sa passion. Elle doit désormais subvenir seule à ses besoins et organise donc des spectacles. Elle parachute des chiens de son ballon devant des foules émerveillées. Elle saute en parachute elle-même. Elle lâche de son ballon des paniers qui explosent en feu d'artifice. Alors le 24 juin 1810, lors du mariage de Napoléon à Marie-Louise d'Autriche, elle fait pour le couple impérial une démonstration de ballon au Champ de Mars. Et le jour de la venue au monde de l'Aiglon, en 1811, elle vole au-dessus de Paris et lâche des brochures pour annoncer la naissance du fils de l'empereur. Napoléon nomme Madeleine Sophie Blanchard aéronaute des fêtes officielles et ministre de l'aéronautique. Alors toujours en avance d'une bataille, l'empereur la charge même de préparer l'invasion de l'Angleterre en montgolfière. Alors ce projet fou, bien sûr, ne verra jamais le jour. Le 4 août 1814, lorsque Louis XVIII entre à Paris et que la monarchie est rétablie, Madeleine Sophie participe en ballon à une procession triomphale. Le 6 juillet 1819, pourtant, marque son dernier vol. Elle part dans un ballon chargé en feu d'artifice. Elle a mal jugé la charge de l'aérostat. Peinant à prendre de la hauteur, le ballon prend feu quand il touche le toit d'une maison. Marie-Madeleine s'écrase en vol dans le jardin de Tivoli, à Paris. Ce fut sa 60e et dernière ascension. Elle meurt prématurément à l'âge de 41 ans. Alors pour conclure, on le voit donc, l'histoire de l'aéronautique est jalonnée de drames. Le décès du baron Pilâtre de Rosiers reste cependant le plus célèbre de l'histoire des montgolfières, celui qui a marqué les esprits.
pionnier et explorateur des airs, son héritage est durable. Il continue d'inspirer ceux qui, aujourd'hui encore, partent à la conquête du ciel. Et souvenons-nous de la devise des frères Montgolfier: nous irons jusqu'aux astres. 2 siècles plus tard, l'histoire aura donné raison à cette devise qui semblait insensée à l'époque. Sur les traces de Pilâtre de Rosiers, les humains n'ont pas encore fini de lever les yeux au ciel et de conquérir l'espace. Je vous remercie. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à ouvrir